Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Nous allons l'animer tous les deux. Je vais laisser Thomas se présenter. Moi-même, Katia Bratke, je fais partie de l'équipe agile de SmartView. Donc, je suis coach Scrum Master à SmartView. Thomas, tu veux dire un mot pour nous Oui, présenter? tout à fait. Donc, je me présente Thomas Serre. J'ai rejoint depuis quelques temps la société SmartView et en particulier donc l'équipe APM, Agile Product Management, sur tout ce qui est agilité et gestion de produits. Et voilà, en tant que coach et formateur, facilitateur dans l'équipe. Ok. Peut-être on peut attaquer directement le vif du sujet. Je pense que c'est ce qu'attendent nos participants. Du coup, bienvenue à tous. Donc l'idée, donc on va juste au niveau des modalités. Ça va durer à peu près 45 minutes, donc 3/4 d'heure à 1 heure. C'était prévu en effet sur 11h midi. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Comme on ne peut pas vous entendre, normalement, on doit pouvoir les lire. Si on n'a pas l'occasion d'y répondre tout de suite, on essaiera d'allouer un certain temps, environ 5 à 10 minutes à la fin du webinaire, pour pouvoir prendre le temps d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à les taper dans le chat. Et quand l'un de nous deux n'interviendra pas, on prendra le temps de relire et d'extraire les questions qui semblent le plus intéressant. Au niveau des prérequis, donc voilà, le webinaire, c'est pour les personnes qui ont à minima un premier niveau de connaissance sur l'agilité et donc les outils, parce qu'on va parler de story mapping, on va parler de roadmap, on va parler de backlog. Donc voilà, c'est des mots-clés qui sont censés résonner à l'oreille des participants. C'est un des prérequis pour ce webinaire. Et puis, dans un dernier temps, donc pour aller plus loin, on vous fera part de notre organisation quand on a présenté le service Agile Product Management. On parlera aussi des autres formations que l'on propose. Et voilà, si vous avez un besoin de changement, d'évolution, de réactivité dans votre secteur d'activité, dans votre entreprise, vous pourrez par la suite nous contacter. Et on vous enverra également un retour de webinaire avec les moments clés de cet événement. Du coup, au niveau des objectifs, comme le titre indiqué, c'était d'optimiser sa gestion stratégique de produits, donc pour des PO et plus généralement des product managers. Donc l'idée, c'est de faire une présentation des bonnes pratiques pour construire et piloter efficacement donc une story map et une roadmap qui découlera de cette dernière. Au niveau produit ou éventuellement portefeuille selon la taille de l'entreprise. Et dans un deuxième temps, voilà, discuter de la découverte des possibilités offertes par l'outillage intégré. Et donc, je me permettrai de faire une démonstration d'une synchronisation semi-automatisée entre Stories on Board et Jira ou Azure DevOps. Donc, il y aura deux petites présentations pour montrer un petit peu les capacités des outils à synchroniser et faire cette continuité entre la partie top management et le fossé qu'on a aujourd'hui avec les équipes de production et de développement. Et donc, ce gap entre la story map et le backlog. Merci Thomas. Donc, au niveau du sommaire, et après je laisserai donc la parole à Katia sur les divers chapitres. Donc, le premier sera les raisons et les enjeux de la story map. Donc, pourquoi utiliser une story map? Le deuxième chapitre sera contexte d'utilisation, donc dans quel contexte on peut utiliser et suggérer d'utiliser une story map. On aura un troisième chapitre sur la roadmap, à quoi ça ressemble concrètement. Donc, on fera une présentation. Donc, ma collègue Katia vous fera une présentation. Chapitre numéro 4, ça sera au niveau de la story map produit pour découper son backlog. Donc, à quel niveau donc c'est intéressant d'utiliser une story map pour découper son backlog. On pourra le voir, la différence de vue entre le backlog et la story map. La partie numéro 5, ça sera construire une story map et une roadmap au niveau portefeuille. Donc, assez brève, mais pour montrer un niveau et un cran au-dessus à quoi ça peut ressembler dans une grande organisation, si vous en avez le besoin.
Sur la partie 6, donc ce sera justement la démonstration des outils. Donc, enfin, on vous présentera les outils, en plus particulièrement l'outil Stories on Board, mais il en existe bien évidemment d'autres sur le marché. Et donc le chapitre 7, ça sera la démonstration de l'outillage intégré avec d'une part Jira, comment on peut synchroniser l'outil avec Stories on Board, et ensuite Azure DevOps, comment voilà ça interagit, ça fonctionne entre les deux. Et comme je vous disais précédemment, sur la dernière partie, quelques principes et bonnes pratiques qu'on pourra vous soumettre. Merci voilà, beaucoup. du coup, je passe la parole à Katia. Alors, sur tout le premier d'abord, chapitre, raison et enjeu. ouais, tout à fait. Alors, un élément qu'on rencontre, des éléments qu'on rencontre souvent quand il s'agit de management de produits, il y a plusieurs types de problèmes, mais dans les difficultés qui reviennent de façon récurrente, il va y avoir souvent une vision produit qui est insuffisamment mature. Et ça, ça se comprend aisément puisque souvent on est amené à travailler sur des produits complexes avec des contraintes, par exemple, des contraintes de time to market qui sont également très fortes. Et ça nécessite d'aller vite sur des produits complexes qui, de par le métier, de par les enjeux, alors qu'il y a des contraintes. Donc ça, c'est une première catégorie de difficultés un peu typiques. Alors les trois peuvent s'interalimenter également. Une autre difficulté typique, c'est le fait que la vision, la compréhension produit soit insuffisamment partagée ou comprise par l'intégralité des parties prenantes. Donc, comme vous le savez, dans le management de produits, on va devoir avoir une synergie d'acteurs très différents. Bien sûr, les utilisateurs ou les représentants des utilisateurs, les métiers vont devoir alimenter le management de produits, le marketing, enfin un ensemble d'acteurs qui peuvent donner des inputs sur le besoin, sur l'orientation du produit. Et cette compréhension doit se propager jusqu'à ceux qui vont réaliser et même mettre en production le produit, donc jusqu'aux devs et aux opérations. Donc ça nécessite d'avoir aussi une capacité de porter la vision à la fois dans ses grandes lignes et dans ses détails, qui est aussi très compliqué. Donc ça, c'est la deuxième difficulté. Puis la dernière, c'est le fait d'avoir en cours de route un process de revue et d'actualisation de la roadmap qui soit insuffisant. Ça se comprend aussi aisément puisque le management de produits va nécessiter en cours de route d'intégrer l'actualisation de toutes les données marketing, le fait, voilà, l'évolution du côté métier, la maturation des utilisateurs qui comprennent mieux leurs besoins, etc. Donc il va y avoir des évolutions côté métier pour simplifier, en tout cas qui alimentent le produit et qui vont nécessiter aussi d'être intégrés. Ça peut être aussi des évolutions plus drastiques, comme l'émergence d'une nouvelle offre concurrente, une évolution stratégique au niveau d'orientation, au niveau de l'entreprise. Voilà, il peut y avoir toutes sortes d'inputs du marché à intégrer en cours de route. Et en même temps, le product management doit tenir compte du réel, à savoir opérationnellement comment le travail sur les produits avance, aussi bien du travail de définition que le travail de réalisation. Donc cette remontée opérationnelle du projet et des métiers, de ce qui se passe aussi sur le terrain, doit pouvoir se faire. Vous voyez, donc on a à la fois un niveau d'actualisation qui est très haut niveau, qui est de nature sur les grandes orientations stratégiques du produit, mais qui va aussi devoir intégrer certains aspects assez précis, des détails opérationnels assez précis, mais qui peuvent avoir des impacts sur la définition du produit et donc qui nécessitent d'être intégrés. Donc on voit bien qu'en fait, le management de produits, c'est une activité complexe puisqu'il faut à la fois être au fourneau, si je puis dire,
c'est-à-dire être vraiment dans des détails opérationnels assez pointus, tout en gardant une vision assez haut niveau. Alors, ce spectre sera couvert en général par 2 rôles. On parlera de product manager et de product owner. Donc souvent, c'est la synchronisation de ces deux acteurs qui va permettre de couvrir un éventail aussi large. Mais néanmoins, chacun, dans son périmètre, aura également une grande amplitude d'intervention, aussi bien à intégrer des choses assez haut niveau que des choses un petit peu plus précises, plus concrètes, et également à devoir intégrer des inputs qui viennent de parties prenantes très diverses. Ne serait-ce que juste, vous voyez, si on pense au métier, parfois on peut avoir des choses très orthogonales entre différentes directions métiers qui veulent qui ont des besoins assez antagonistes, ou en tout cas a priori qui sont divers, voire peu conciliables. Voilà, donc en fait, tout ça, ça explique que souvent on va retrouver des difficultés in fine qui sont celles de livrer déjà un produit satisfaisant, qui est quand même le premier objectif de toute réalisation. Donc que le produit réponde bien aux besoins pour lequel il a été conçu et lancé. Après, il y aura également le fait de tenir les objectifs du projet. Donc, au-delà d'avoir un produit satisfaisant, on ait réussi à le réaliser dans le budget et les temps qu'on s'était fixés, avec le niveau de qualité, bien sûr, qui est adéquat. Et puis, tout ça, ça va nécessiter d'avoir aussi une gestion la plus optimale des ressources possibles pour pouvoir réaliser cet objectif qui est assez large. Thomas, tu voulais dire un mot? Non, parce que j'entendais que tu parlais justement des 2 rôles de PM et PO, et donc tu commençais à parler des enjeux, donc qui nous permettait de faire la transition vers la slide suivante. Ouais, on va le voir juste après. Donc là, tu peux effectivement aller sur la pyramide. Donc souvent, en fait, les grandes les réponses qu'apporte le management de produits, ça va justement être d'adresser ces différents niveaux qu'on vient de voir et qui se retrouvent finalement dans ce qu'on appelle cette pyramide. Et souvent, quand on va parler justement des outils, on dit de façon un petit peu classique que le story map permet justement de remonter cette pyramide, parce qu'on va partir des choses les plus concrètes pour justement agréger ça jusqu'à avoir une vue globale des priorités. Donc ça va nous permettre effectivement, vous voyez, la vue globale des priorités va permettre d'arbitrer de façon optimale selon les enjeux stratégiques. Ça va pouvoir aussi permettre d'anticiper. L'anticipation est un exercice constant dans le product management, puisqu'on est toujours en train de détecter des signaux faibles pour pouvoir parer à toute évolution potentielle. Et c'est ce qui va également permettre d'allouer au mieux les ressources, avoir un pilotage opérationnel optimal et d'associer les parties prenantes. Donc ça, effectivement, ça va se décliner aussi bien au niveau d'une stratégie globale qui est plutôt du ressort du product manager que la stratégie qui se décline pour un produit en particulier qui va relever du périmètre du product owner. On peut peut-être dire quelques mots sur le contexte d'utilisation. Bien sûr. Donc ça sera la deuxième partie avec une première slide sur les niveaux de planification agile. Oui, tout à fait. Donc, en fait, cette slide, elle permet d'avoir une vision globale des différentes étapes. Évidemment, on va partir de la vision produit qui va permettre de diriger l'énergie, de comprendre quelle est la raison d'être fondamentale du produit. Et ensuite, cette vision va être travaillée pour notamment avoir une stratégie produit qui soit un petit peu plus détaillée, qui décline dans les différentes thématiques la vision produit. Donc là, on aura justement le story map que je vais vous présenter juste après,
Ensuite, à un moment, on va pouvoir avoir une vue un petit peu plus synthétique de cette story map et avec uniquement un objectif de comprendre dans ce trimestre-là, qu'est-ce que je vais livrer. Dans le trimestre suivant, qu'est-ce qui sera livré, etc. Donc, on va avoir vraiment la même vue. Finalement, c'est la même chose que le story map, mais avec une vue et une recherche d'informations qui est beaucoup plus axée sur à quel moment je vais livrer quelle version qui contient quoi. Voilà, donc ça, c'est la roadmap. Donc on voit que c'est la même chose, mais c'est une vue légèrement différente. On retrouve les mêmes informations. Et on va retrouver également, au final, dans le backlog produit, les mêmes informations, sauf qu'elles seront présentées non plus avec une vue qui permet d'avoir la cohérence produit d'un point de vue product management, mais plutôt une vue opérationnelle qui permet à l'équipe de savoir dans quel ordre elle va traiter les différents items pour les réaliser. Voilà, donc on va avoir finalement cette déclinaison. Alors le backlog produit va souvent commencer à aller un peu plus dans le détail. On va commencer à avoir des grosses user stories qui vont se retrouver déclinées en plus petites, chose qu'on n'avait pas forcément fait au niveau d'un story map. Mais voilà, modulo le fait qu'il peut y avoir une granularité plus fine dans un backlog produit que dans un story map, ça sera souvent le cas. Modulo cette petite précision, on retrouve les mêmes informations, voilà, simplement avec une granularité plus fine dans le backlog produit. Donc le product backlog va permettre d'avoir l'intégralité des user stories, des besoins utilisateurs, métiers, etc., qui doivent être couverts dans le périmètre de ce produit et qui vont permettre d'organiser la production. Et on va avoir effectivement une rétroaction, puisque, vous voyez, là, on retrouve en fait, tout à l'heure, je vous parlais de la difficulté du product management qui était de concilier la gestion, enfin l'intégration de données assez haut niveau, la vision, la stratégie de l'entreprise, les tendances lourdes du marché, etc., avec des choses très concrètes. Mais là, vous voyez cette boucle de rétroaction qui vient finalement actualiser toute la planification qui part du haut niveau, le montre de façon visuelle. Donc j'ai ma planification haut niveau, enfin qui est dérivée du haut niveau et qui va vers de l'opérationnel, et ensuite l'opérationnel réalimente la stratégie produit. Voilà, c'est la loi du réel, on peut dire, qui remet à l'heure les horloges qu'on a pu planifier. Est-ce que cet aspect est clair pour tout le monde? Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chatter. On va regarder au fur et à mesure si vous souhaitez avoir des précisions sur un point. On peut peut-être passer à la slide suivante qui permet justement de montrer cette répartition, alors qui reste variable selon les organisations. Il peut y avoir voilà, dans le détail des fiches de poste, des petites variations, mais globalement, on retrouvera une logique qui est celle que le product manager va chapeauter la vision globale produit, donc pour plusieurs produits de l'entreprise ou du groupe, tandis que chaque PO sera lui dédié à son produit. Et ils vont effectivement se retrouver sur une intersection qui est celle des épiques et en tout cas de la roadmap de chaque produit qui doit s'intégrer dans une roadmap plus globale qui est celle des produits au niveau de l'entreprise. Et puis ensuite, effectivement, les éléments qui sont plus fins, comme les user stories et a fortiori les tâches, concernent uniquement la dev team. Alors là, les user stories concernent évidemment le PO, mais voyons, on a vraiment ces recouvrements avec des points communs, des points de recouvrement, et puis des périmètres qui n'appartiennent que au PM pour la partie vraiment très haute, et ou les tâches pour la dev team. Voilà, pour cette partie-là, on peut peut-être montrer concrètement ce que ça donne. Très bien, exactement, avec une troisième partie sur, comme on disait, donc la roadmap concrètement à quoi ça ressemble, et donc le fait que ça peut porter en effet plusieurs noms, donc selon
selon votre situation, vous pourrez le constater dans votre entreprise. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que l'agilité est quelque chose à la fois de vivant et de relativement émergent et qui en plus fait souvent l'objet d'adaptations. Donc on va rencontrer une grande variété de noms. Alors de noms et puis de mise en œuvre de l'agilité, hein, on le constate tous les jours sur le terrain. Néanmoins, quels que soient les noms, en général, ça désigne quand même une réalité assez convergente, en tout cas une compréhension de ce que ça doit être assez convergente, qui est effectivement le fait de se donner une visibilité sur le plan de développement à l'échelle des versions. Donc pouvoir se dire, donc si on le montre peut-être de façon visuelle avec la slide suivante, qui arrive, voilà. Ça permet justement de voir sur une période, alors ça peut être des trimestres, quelle que soit l'échelle de temps qui est adaptée dans votre contexte. Mettons à l'échelle du trimestre, vous allez définir que vous allez diriger l'énergie de l'équipe pour livrer par exemple des affichages simples. Ensuite, le trimestre suivant, vous êtes plutôt dédié à tout ce qui relève du paiement. Le trimestre 3 est plutôt dédié à ce qui relève d'enrichissement avec la notation, les avis, et puis des détails comme les horaires. Et puis le trimestre 4 permet de valoriser certaines activités, etc. Donc vous voyez, on a globalement un découpage dans le temps qui va permettre de se projeter. Et cette projection va être un point qui à la fois dirige l'énergie de l'équipe, de développement, qui se dit notre objectif c'est sur le trimestre d'avoir réussi ça, ça, ça. Donc on va donner des incréments de produits sur ce sujet aux utilisateurs, aux métiers. Et ça permet également aux métiers de se projeter, savoir qu'ils vont pouvoir avoir, alors soit en production, soit en tout cas en démo, des fonctionnalités sur cette thématique. Et ça permet également aux sponsors, aux parties prenantes qui pilotent le projet, notamment aux product managers qui est au-dessus, de pouvoir visualiser à quel moment arrivera sur le marché telle partie d'un produit. Donc voilà, ça va vraiment être pour une façon de communiquer de façon très visuelle, très puissante et très claire pour aussi bien les développeurs, les métiers, ceux qui sont dans le product management, donc PO, PM, et des acteurs qui sont autour comme des sponsors. Donc ça va vraiment être un outil très puissant pour donner une vision claire, synthétique et qui intéresse tout le monde, vous voyez, alors que ce sont des acteurs très diversifiés. On va peut-être montrer un petit peu plus en détail ce que ça donne. Oui, très bien. Oui. Donc là, on a le story mapping. Donc le story mapping va souvent être le premier élément parce que en général, vous pouvez toujours avoir une première intention en termes de roadmap. Il n'empêche que vous allez devoir passer par le story mapping en tant que product PO, product manager, selon le niveau que vous traitez. Vous allez devoir passer par le story mapping pour pouvoir réellement produire une roadmap suffisamment étayée. Donc le story mapping, en fait, alors l'origine, hein, pour rendre grâce à son auteur, c'est Jeff Patton, donc qui a travaillé de façon un peu itérative dessus. C'est pour ça que la date c'est ce cours de 2005 à 2015, même si on peut dire que c'est à partir de 2008 qu'il y a des articles sur son blog qui font vraiment émerger de façon plus nette le concept de story mapping. Mais voilà, ça a été aussi un processus itératif pour lui. Il est parti en fait du constat que vous avez pu faire pour ceux qui ont une pratique déjà, que le backlog à plat, c'est-à-dire tel qu'il est, hein, puisque le backlog finalement il est
c'est vraiment la liste des user stories dans l'ordre qu'on aimerait les voir traités. Ce backlog à plat rend difficile justement la vision d'ensemble. Et la logique produit se perd. Donc Jeff Patton utilise une image qui est assez percutante. Il dit en fait, quand vous avez réfléchi sur votre produit, par exemple, mettons sur votre produit si vous êtes PO, vous êtes parti de quelque chose de très compréhensible, qui est la vision produit. Donc c'est le tronc. Si on fait l'analogie avec un arbre, c'est votre tronc. Et de ce tronc, vous avez facilement identifié des branches principales. Et au bout de ces branches principales, vous avez vu également des branches secondaires, et ainsi de suite, jusqu'à un moment arrivé aux terminaisons que sont les feuilles de l'arbre et qui sont vos user stories. Donc il explique très bien qu'il y a une logique finalement arborescente où on est parti de la vision pour la décliner en N thèmes et sous-thèmes jusqu'à avoir des user stories. Et en fait, de façon très juste, il dit à un moment, vous sortez de la dimension product management parce que vous devez commencer à vous préoccuper de comment ceux qui réalisent donc le développement peuvent s'en saisir. Et à ce moment-là, ce que fait le product management équivaut à secouer l'arbre pour faire tomber toutes les feuilles, ramasser les feuilles, les mettre dans un sac et étaler tout ça sur une grande table où ils partagent ça avec le développement en ayant mis toutes les feuilles, donc toutes les user stories, dans l'ordre qu'ils souhaitent les voir développer. Alors parfois on retrouve la logique qu'a présidé au départ dans une démarche de story mapping est intacte. Vous voyez, on peut retrouver, je sais pas, le module d'inscription client. Ben, on a toutes les feuilles de l'arbre qui sont là, à peu près dans l'ordre. Donc la logique métier est visible, mais le plus souvent, cette logique métier va être un petit peu brouillée parce que finalement, on a besoin de développer une user story qui fait partie d'un sous-thème qu'on traitera intégralement plus tard, mais on vient chercher une user story qui est importante pour valider quelque chose et on la met avec les user stories de connexion. Et donc, en fait, toute cette logique qui présidait au découpage métier et à la réflexion métier va être un peu perdue quand on fait l'ordonnancement du backlog. Et donc, je trouve que l'image est assez parlante. Effectivement, l'équipe de développement, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on lui présente les feuilles de l'arbre l'une derrière l'autre. Mais on a besoin également de garder cette logique entre le métier et les user stories. Donc effectivement, le story mapping, ça va être une représentation du backlog produit. On retrouve les mêmes informations, peut-être une granularité un peu moins fine, mais c'est les mêmes informations, mais qui va être représentée avec 2 dimensions. Et ça va être également, alors quand on parle de story mapping, c'est à la fois le livrable et également l'atelier qui permet la création de ce livrable. Alors un petit mot sur l'atelier de création. C'est souvent un processus qui va être assez, et c'est tout son intérêt, assez participatif, qui va permettre justement d'intégrer, d'avoir cette qualité collaborative, d'intégrer les parties prenantes. Voilà, donc le story mapping, ça va être tout ça, sachant que le processus lui-même, vous voyez, c'est marqué un livrable émergent évolutif, c'est-à-dire que vous ne faites pas un atelier et vous avez votre story mapping, vous faites un atelier story mapping et vous avez une première initialisation de quelque chose que vous allez continuer à travailler de façon itérative sur plusieurs sessions et qui va petit à petit être un story mapping de plus en plus complet jusqu'à ce que vous arriviez à un moment à vous dire, OK, là, on a un story mapping suffisamment complet à date pour pouvoir avancer. Et de là, vous allez pouvoir en tirer votre roadmap. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, vous avez les grands thèmes qui sont là. En dessous, on a les épiques. Et puis, en jaune, tous les post-it jaunes sont les feuilles de l'arbre
On aurait pu les mettre en vert du coup, sont les feuilles de l'arbre qui sont les user stories que vous allez confier ensuite à l'équipe de développement. Et puis, une fois que vous avez fait ça, il y a des choses que vous allez, vous allez positionner vos tickets jaunes, vos user stories, vous allez les positionner un petit peu dans l'ordre de priorisation qui vous a semblé le plus pertinent, soit pour des raisons métiers ou des raisons techniques. Et à un moment, on va pouvoir positionner des lignes de flottaison et pouvoir se dire, l'équipe de développement va vous dire à un moment, ok, si on fait tout ça, tout ça, ça rentre dans notre release 1. Alors, on pourrait faire la même chose à l'échelle du sprint. Tout ça, ça rentre dans le sprint 1. Oui. Mais en tout cas, à un moment, la capacité de l'équipe vous permet de dire, OK, on peut embarquer tout ça. Si votre équipe faisait le double, vous pourriez embarquer tout ce qui va jusqu'à release 2, peut-être. Vous voyez, donc, c'est très dépendant de la capacité de l'équipe. En tout cas, vous allez positionner ces lignes de flottaison qui vous permettent, en un coup d'œil, de savoir qu'est-ce que vous faites. Alors, vous voyez, les métiers retrouvent la logique métier avec les entrées métiers. Et ceux qui sont plutôt préoccupés du calendrier vont aussi avoir cette vue. Donc, on a vraiment une lecture à plusieurs niveaux avec plusieurs entrées qui se fait. Voilà. Du coup, comme on a pu partager, donc avant ce webinaire, on avait rédigé un article sur le blog de SmartView où on parle justement du pas à pas. Donc, est-ce que tu peux dire un petit peu plus là-dessus, Katia, sur les étapes? Oui, tout à fait. Donc en fait, alors le pas à pas commence par le fait d'identifier les grands thèmes, les grandes activités. Alors assez souvent, on va retrouver une logique de parcours utilisateur un petit peu, qui est d'ailleurs similaire à celle qu'on utilise dans une réflexion de type design thinking. Donc on va voir le parcours naturel qu'un utilisateur, qu'un métier est susceptible de suivre quand il va être en train d'utiliser le produit. Alors il se peut qu'il y ait des activités qui soient pas dans une logique purement chronologique. Je sais pas, on peut imaginer qu'on a des fonctionnalités nomades qui peuvent être activées à tout moment et qui sont pas forcément enserrées dans une logique purement chronologique. Mais voilà, globalement, ça va souvent être une logique chronologique, un ordre, en tout cas un séquençage et une progression dans un parcours utilisateur. Et une fois que vous avez ces grands thèmes, ces grandes activités, là, vous le découpez en activités plus fines. Et puis, vous allez parfois on a directement les sous-thèmes qui arrivent, ou parfois les sous-thèmes résultent du regroupement d'activités plus fines. Voilà, les deux sont possibles. Ça dépend un petit peu du type de produit sur lequel vous travaillez. Et ensuite, vous allez continuer comme ça jusqu'au niveau story à décliner les différents sous-thèmes que vous avez, différentes activités plus fines que vous avez identifiées. Et puis, alors, c'est pareil, en travaillant sur les stories, parfois on réaffine les sous-thèmes. Enfin voilà, c'est vraiment un processus itératif. Et puis, à un moment, vous commencez alors déjà, quand vous avez positionné les user stories, une fois que vous avez terminé, vous faites remonter certaines user stories par rapport à d'autres. Et puis, il y a un moment où vous allez effectivement positionner les différentes versions. Et là, c'est la capacité de l'équipe qui va vous dire jusqu'où on fait descendre la ligne et jusqu'où on va. Voilà, ça c'est l'équipe qui vous dit à quel moment à quel endroit vous devez positionner une ligne si c'est plus ou moins haut. Et là, vous avez cette vision assez intéressante pour les différents acteurs projet. Alors, si on parle maintenant, là, je vais pris l'exemple du niveau product owner, produit. On peut en dire quelques mots de la même démarche, mais au niveau portefeuille. Tout à fait. Donc là, typiquement, on va retrouver en fait cette même logique qui est à la fois
qui se prête vraiment à une synergie collaborative. Alors, ce qui est encore plus intéressant, je peux pas dire que ce soit plus intéressant, mais en tout cas, ce qui manque souvent beaucoup dans les différentes organisations qu'on rencontre, voilà, c'est que c'est difficile pour les différents univers, différents produits ou différentes directions métiers. Voilà, il y a différents enjeux stratégiques qui peuvent exister au sein d'un groupe, et ça va être encore plus difficile de les faire converger. Donc là, le story mapping stratégique sera vraiment extrêmement intéressant parce qu'il permettra justement de créer ou renforcer un terrain commun, créer une qualité collaborative, pas seulement parce que les gens vont travailler ensemble, mais parce qu'ils vont mieux comprendre les enjeux des uns des autres. Et là, ça reste assez haut niveau, hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment rester sur les enjeux stratégiques, les grands thèmes, et on va pas descendre dans les épiques ni les user stories. Mais ça permettra d'avoir cette compréhension haut niveau qui est nécessaire pour que les différentes parties de l'entreprise travaillent bien ensemble et pour qu'il y ait aussi un équilibrage entre les produits et que cet équilibrage se fasse soit aligné avec la stratégie de l'entreprise. Donc on va avoir effectivement cette démarche qui va permettre à la fois d'avoir de la qualité collaborative, de créer de la synergie interne avec les différentes parties prenantes, une meilleure compréhension partagée. Et puis, comme le process est itératif, ça permet également d'avoir cet effet collatéral de team building, si je peux dire, qui se déroule au long cours. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Voilà, je sais pas si après il y a des questions. Je pense que le schéma est assez simple, hein, mais voilà, voyons, on décline. On va faire notre story mapping au niveau stratégique, au niveau des produits et des produits pour un product manager au niveau de l'entreprise. Et puis une fois que ce story mapping est fait, vous allez pouvoir en extraire une roadmap qui finalement synthétise voilà, qu'est-ce qu'on fait sur le trimestre 1, le trimestre 2, le trimestre 3, etc. Et ensuite, ça permet à chacun des product owners d'avoir aussi un alignement le plus fort possible avec les enjeux qui ont été partagés au niveau product management. Voilà. Donc ça va permettre aussi cet alignement à la fois, vous voyez, transverse entre les différents produits, et chaque produit va être parfaitement aligné avec la stratégie de product management. Je sais pas si tu veux dire un mot, Thomas, si j'ai oublié de dire quelque chose d'important, mais je pense que j'ai déjà. Oui, non, je permets de souligner encore aux participants, n'hésitez pas à poser les questions. Donc là, je vais faire une transition avec Katia, et du coup, elle pourra regarder donc les questions et noter pour qu'on puisse en discuter à la fin et pouvoir vous répondre. Sinon, on vous répondra même au-delà du webinar. Voilà, que ce soit sur le StoryMap portefeuille, donc si est-ce que vous, dans votre cas actuel, vous avez cette pratique de StoryMap portefeuille, ou sinon, est-ce que vous seriez intéressé? Voilà, n'hésitez surtout pas à nous partager vos retours via l'espace de questions. Et ce qui va nous permettre en fait d'avancer maintenant sur la partie donc outils. Donc techniquement, comment ça se passe si on souhaite mettre en place une story map, connecter ça avec notre backlog, quelles sont nos possibilités. Du coup, on va parler donc maintenant des outils. Alors principalement, on va parler d'un outil dont on fera la démonstration juste après, qui est Stories on Board. Donc Stories on Board, les avantages, c'est que c'est pensé spécifiquement pour faire du story mapping. Comme Katia vous l'a dit, ça a émergé au cours des années 2005 jusqu'à 2015, principalement en 2008. Donc encore merci Jeff Patton pour avoir initié ce concept-là, qui permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de notre produit et partager avec tout le monde. Donc voilà, le management visuel et autres, tout ce qui ressort de l'agilité et des autres pratiques est très importante et apporte énormément de valeur dans le développement de produits. L'autre avantage de Stories on Board, qui est un logiciel dans le cloud, donc en ligne,
c'est que ça a une interface avec des outils tels que Jira, Trello et Azure DevOps pour nommer uniquement les plus répandus sur le marché. Mais il y a d'autres options qu'on pourra voir dans la vidéo de démonstration que je vais vous présenter juste après. Et le seul point inconvénient qu'on pourrait mentionner, c'est que c'est un outil payant. Voilà, aujourd'hui, éventuellement, vous pouvez utiliser des solutions de type qu'on appelle whiteboard, tableau blanc, comme Mural ou Miro, qui vous permettent de créer donc des story maps de manière collaborative quand c'est des travaux à distance avec d'autres membres d'équipe et que vous n'êtes pas forcément localisé dans le même endroit. Sinon, quand vous êtes localisé au même endroit, vous pouvez le faire via des post-it directement sur un mur. Néanmoins, c'est vrai qu'après, pour poursuivre le travail et pour mettre à jour, il est plus pratique et plus facile de faire ça directement en ligne sur des logiciels tels que Stories on Board ou d'autres comme Avion également qui sont présents sur le marché. Du coup, on va passer sur la démonstration de l'outillage intégré. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une démonstration sur voilà, la synchronisation entre Stories on Board et Jira. Pour faciliter la démonstration et pour éviter l'effet Bonaldi, donc j'ai préenregistré la démonstration sur laquelle je vais venir poser ma voix pour vous expliquer en fait chacune des étapes. Je vais également couper la caméra pour éviter de perturber justement la démonstration de vidéo. Et si vous avez des questions tout au long de la démonstration, donc ça sera ininterrompu. Donc n'hésitez pas à utiliser la chat de questions pour poser vos questions sur lesquelles on pourra revenir à la fin de ces deux démonstrations. Du coup, je vais lancer la première vidéo. Allons-y. Hop. Et normalement, on devrait être bon. Voilà. C'est parti. Très bien. Donc là, l'idée, c'est de montrer la configuration de synchronisation entre le Stories on Board et justement le Jira. Donc là, on est sur la homepage de Stories on Board, comme vous pouvez le voir, donc avec les différentes story maps. Donc on va ouvrir, l'idée en premier lieu, on va ouvrir donc en premier lieu la story map de démo Cars pour un démo pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est une fausse story map, mais au moins c'est basé sur un projet de Cars qui est un projet de location de voitures. On voit bien les thèmes, les épiques et les user stories remontés. Donc nous, on va cliquer sur les trois petits points en haut à gauche. Et donc l'idée après, c'est de cliquer sur les integration settings qui vont nous permettre justement de faire ce paramétrage. Donc ici, on sélectionne le Issue Tracker Integration False. Donc désolé pour les personnes francophones, mais l'outil est uniquement en français pour le moment. Et on va sélectionner notre outil. Donc nous, ça sera principalement Jira, mais comme je vous le disais, hein, vous avez Trello, vous avez Azure DevOps, vous avez Pivotal Tracker, vous avez GitHub Issues. Donc voilà, Issue Tracker, c'est vraiment le logiciel d'incident. Donc c'est à vous de le décider. Ensuite, on va cliquer donc sur Here pour plus de documentation. Et l'idée là, c'est qu'on va survoler cette documentation pour comprendre un petit peu voilà, comment ça fonctionne et comment ça se passe pour configurer ça. Donc, en effet, si vous êtes nouveau sur Stories on Board, mais que vous utilisez déjà Jira, le processus de configuration, il va prendre que quelques clics. Alors, ici, tout est détaillé, tout est expliqué pas à pas. Alors, il faudra juste s'inscrire avec Jira Cloud sur la page d'inscription de Stories on Board, ce qui permettra de faciliter, donc présenté ici. Et donc après ça, vous aurez une fenêtre de confirmation qui va apparaître dans laquelle vous devrez simplement autoriser Stories on Board à accéder à votre instance Jira. Donc, le point ici, c'est que Stories on Board n'est pas en mesure de créer ce qu'on appelle le webhook dans Jira, qui est nécessaire pour la synchronisation bidirectionnelle en temps réel. Mais juste pour information, ça nécessite un utilisateur avec l'autorisation globale des administrateurs Jira. Donc voilà, donc vous pouvez vous connecter avec l'espace directement. Pour la mise en place de l'application automatisée, donc la synchronisation bidirectionnelle, on revient ici sur la home page, on va aller dans Integration Settings, et c'est là où en fait on va pouvoir synchroniser directement. Donc là, la synchronisation avait déjà été faite au préalable, donc vous pouvez voir en effet que la synchronisation est bien faite. À tout moment, cette intégration bidirectionnelle peut être désactivée, déconnectée, ou vous pouvez modifier directement l'instance URL de Jira.
Donc là, l'idée, c'est de revenir en fait sur la Stories Map que je vous parlais. Donc celle-ci, c'est Jira, pour vous montrer un petit peu le genre d'options de configuration qu'on peut avoir quand on se connecte avec Jira. Donc on va retourner justement sur Integration Settings, donc toujours avec ces principes de circulation avec les thèmes, les épiques et les user stories. Donc dans les 3 petits points, on peut accéder directement à la modification, voilà, des settings. Et c'est là où on accède directement à la totalité, voilà, des options. Donc la première partie, c'est l'intégration générique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a un filtre d'importation et un mappage, donc avec 4 états, donc pour stories. Donc là, c'est le type d'import que vous voulez faire. Si c'est des stories, des bugs ou des tasks, donc c'est à vous de choisir le niveau de granularité que vous allez vouloir importer. Par la suite, vous pouvez faire ce mappage qui est très important parce qu'entre les logiciels, il y a des différences. Donc les 4 états principaux que sont to do, doing, ready et done, que vous pouvez définir. Si vous avez besoin de plus d'états, vous pouvez personnaliser. Donc ça, c'est important à savoir. Concernant les paramètres d'importation supplémentaires, vous pouvez autoriser d'autres collaborateurs à importer, donc comme c'est indiqué ici. Et vous avez donc justement des paramétrages additionnels que vous pouvez définir. Donc c'est la synchronisation des cartes, sélectionner le champ que vous souhaitez synchroniser avec Jira, le nom, la description, les story points. Vous pouvez même intégrer les story points que vous voulez rajouter à l'intérieur. Donc au niveau de la carte, voilà tous les critères que vous pouvez définir. Donc à chaque fois, il y a des nouvelles mises à jour qui sont livrées sur Stories on Board et qui permettent d'améliorer justement ces services-là. Pour la synchronisation des versions, donc vous pouvez activer la synchronisation bidirectionnelle des versions directement, donc comme je vous ai montré au préalable depuis la home page. Et dernière option intéressante, c'est que les collaborateurs doivent s'authentifier dans Jira pour apporter les modifications à la story map. Donc les collaborateurs non authentifiés ne peuvent uniquement que visualiser la carte, ils ne peuvent pas la modifier. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez, voilà, vous partagez la story map avec d'autres personnes, ça permet de faire ça. Une fois la connexion établie, donc vous avez le message actif en haut. Donc soit vous pouvez déconnecter Jira directement, soit vous pouvez le désactiver temporairement, donc désactiver temporairement l'intégration si vous ne souhaitez pas envoyer de nouvelles cartes à Jira ou synchroniser. Et à la fin, vous pouvez carrément le désactiver pour faire une autre option. Dissocier le projet si vous souhaitez connecter donc la story map à un autre projet dans Jira. Donc la sélection de notre projet, par attention, supprimera les connexions entre les cartes et les incidents. Donc voici la première démonstration donc sur la synchronisation de Stories on Board avec Jira. Et maintenant, on va passer voilà, sur la synchronisation entre Stories on Board et Azure DevOps. Et là, c'est plus une démonstration de qu'est-ce qu'on peut réaliser. Donc sur la home page, on va sélectionner Cars Azure, bien évidemment, pour se connecter avec Azure DevOps. Donc toujours une story map test avec voilà la mise en avant des sprints, des releases qu'on va voir. Voilà, donc là on a les sprints et les releases qui sont indiqués en bas. Donc c'est à vous de les mettre à jour au fur et à mesure, mais on part d'ici pour synchroniser avec Azure DevOps. On a les thèmes et les épiques et les user stories qui sont indiqués en dessous. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va montrer, donc je vais vous montrer comment on crée en fait un ticket sur Stories on Board. Donc là, dans la gestion des annonces pour les particuliers, dans l'épique particulier, on va créer créer une annonce Smart View pour les particuliers, par exemple, ou créer une annonce pour les particuliers. Donc là, on a différentes options de push depuis Stories on Board. Donc soit au niveau du ticket, donc ici sur les 3 petits points, push card to Azure DevOps. Et donc là, ça crée la synchronisation. Donc c'est pour ça qu'on parle de semi-automatique, parce qu'il faut quand même activer. Ou alors au niveau du sprint, directement, on peut pousser la totalité des cartes vers Azure DevOps. Donc là, on switch vers Azure DevOps pour voir un petit peu le résultat dans le backlog. Donc au niveau de l'épique, donc là, on a les épiques avec les couronnes que vous pouvez voir. Donc sur la partie particulier, si on refresh, si on rafraîchit la page, on voit qu'il y a une synchronisation qui a été faite. Et si on déroule l'épique, on va voir apparaître notre ticket qui est créer une annonce particulière. Donc pour les particuliers.
Donc, dans l'autre Epic, qui est l'Epic Pro, donc déjà, voyons à quoi ça ressemble. Donc, on retrouve le titre et les informations. Et dans l'Epic Pro, on voit qu'on a deux autres tickets. Donc, créer annonce Smart View et afficher annonce. Donc là, si je reviens sur ma story map, slash roadmap, je vais simplement décaler au niveau de l'Epic et du thème carrément pour voir en fait l'impact que ça a. Donc là, si je rafraîchis sur Azure DevOps ma page, on peut voir au niveau des particuliers, aux professionnels, il manque un ticket qu'on a déplacé, affiché annonce, qui se retrouve directement sous l'Epic de particuliers et qui a bien été synchronisé entre les deux outils. Donc on peut voir aussi qu'on peut directement éditer la description. Donc toute modification qui est faite dans Azure DevOps est reflétée sur Stories on Board et inversement. C'est ça qui est super intéressant sur la synchronisation. Encore une fois, comme je dis, hein, vous pouvez gérer les droits, de décider qui il faut être authentifié Azure DevOps ou Jira pour avoir le droit de faire des modifications sur Stories on Board. Donc là, on peut le voir au niveau de la description. Si on retourne ici, on voit qu'il y a une synchronisation qui a été faite. Là, on a un petit encart rouge. Et quand on va ouvrir le ticket, on va pouvoir voir directement dans la descriptif, voilà, test pour le webinaire à réaliser à ce jour. Donc, c'est le texte qu'on avait tapé. Donc, en ce qui concerne les estimations, les story points aussi, etc., donc, on va voir qu'on peut éditer directement dans Stories on Board ou dans Azure DevOps les story points, puis synchroniser inversement. Donc là, on montre au niveau du descriptif et on va pouvoir voir la démonstration directement hop, sur Azure DevOps. Donc là, la modification a été faite et on va ouvrir directement le ticket. Donc là, c'est au niveau de la description. On a vu de Stories on Board vers Azure DevOps. Et maintenant, on va pouvoir voir directement la mise à jour voilà, des estimations et story points. Donc les story points, comme on le dit, hein, c'est les efforts. Donc l'effort, c'est soit au niveau de la complexité, de la taille ou du risque pour les équipes, donc qui sont définis pendant, par exemple, le poker planning ou toutes les séances d'affinage avec les équipes agiles. Et directement, hop, ça remonte sur notre story map de Stories on Board et on voit ici la modification des points qui est passé à 8 contrairement à ce qui était au départ. On va modifier aussi dans une autre carte sur Stories on Board pour voir un petit peu l'impact que ça peut avoir. Donc ici, on a 5 points. De 5 points, on va passer à 13 points. On a simplement à modifier et quitter la carte, donc la Stories. Et quand on va revenir ici et qu'on va refresh la carte, on va pouvoir voir la mise à jour directement. Hop. Donc, il fallait juste rafraîchir la page. Et quand on rentre dans le ticket, directement créer annonce Smart View, on va voir qu'on est passé de 5 à 13. Donc, vous avez compris le principe de synchronisation automatisée ou semi-automatisée. C'est quelques démonstrations là que je vous ai faites. Le dernier point, donc, c'est, vous allez voir dans ADO Boards qu'il est tout à fait possible de suivre l'avancement des tickets depuis Stories on Board et déplacer un ticket dans Azure DevOps, donc par exemple particulier, il y a un ticket pro dans Boards vers Doing et Done, va revenir vers Stories on Board et va permettre de mettre à jour et de voir le statut en bas. Donc, vous voyez, hop, ça vient de modifier Doing ici et Done en bas. Donc, c'est automatiquement synchronisé. Donc, ça vous montre clairement qu'il est possible de construire une story map roadmap produit optimisée, qui était l'objectif en fait de ce webinaire, pour pouvoir bien piloter la réalisation, que ce soit au niveau top management et des parties prenantes, ou directement de l'équipe de production. Donc, ce fameux gap qui existait, ce fameux fossé qui existait jusqu'à aujourd'hui entre le product manager et le product owner, permet d'être comblé grâce à la technologie. Du coup, je vais laisser la parole à Katia sur justement les petits tips qu'on peut avoir là-dessus. Voilà, quelques principes et bonnes pratiques qu'on peut avoir
dans ces usages-là. Moi, je vais aller vite parce que comme ça, on garde quelques minutes pour un échange. Donc effectivement, mais j'avais déjà dit, hein, l'inclusion des parties prenantes, ça c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant et ça va permettre justement d'avoir tous les gains, tous les bénéfices parce que on a cette intégration large. Là, les outils que tu as montrés, Thomas, vont soulager tout ce qui est product owner et product manager, toutes les fonctions de management de produits. De la partie un petit peu pratico-pratique, toute la partie gestion vont simplifier la vie de ce point de vue-là. Et ça va permettre aussi au product management d'allouer plus d'énergie à cette qualité collaborative, à l'intégration de choses plus haut niveau, etc. Donc ça va être aussi très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Sinon, sur la partie en synthèse, oui, en synthèse, voilà, ne pas chercher à tout cartographier d'entrée, voilà, dans les petites astuces, dans les choses qu'on voit souvent, voilà. Et puis le fait d'avoir un outil visuel, si vous l'avez testé, vous le savez, mais si vous n'avez pas eu l'occasion de le tester, c'est extrêmement puissant. Voilà, donc n'hésitez pas à le tester. Et puis effectivement, l'outillage est un plus, mais ne remplace pas une organisation produit performante. Alors ça fait écho justement à une des questions. Donc comment faire si un directeur de service n'est pas PM et prend donc des décisions stratégiques et opérationnelles qui ne correspondent pas à de bonnes pratiques pour la création d'un story mapping stratégique. En fait, ça c'est toute la difficulté des fonctions de management de produits pour laquelle soit le rôle n'est pas correctement positionné ou soit les personnes n'ont pas l'équipement, notamment les outils, la formation, etc., pour le mener à bien. Typiquement, là, ce que je comprends, c'est que ce directeur de service, alors soit il n'est pas officiellement PM, mais officieusement il est chargé du product management, même si c'est pas écrit product management. Et donc, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que si effectivement il n'a pas les outils pour, alors je parle pas seulement de story mapping, hein, mais de compréhension de toutes de l'approche agile, de la façon de travailler, ça risque d'avoir des effets assez désastreux. Voilà, donc comment faire? J'aurais envie de répondre. Ça serait bien qu'ils se forment, voilà. Ça serait bien qu'ils puissent comprendre ce qu'est le management de produits agiles. Voilà. Alors nous, c'est une difficulté qu'on rencontre très souvent parce que même quelqu'un qui est né entre guillemets pour être un super product manager, au départ, tant qu'il n'est pas formé et un minimum accompagné, en tout cas au moins formé, il aura du mal à avoir les bons réflexes. Voilà, donc c'est pas une question forcément de compétences ou de talent des personnes ou de potentiel. C'est avant tout une question de formation. Alors après, bien sûr, il faut avoir un minimum de compatibilité avec le rôle. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent. Alors c'est pour ça d'ailleurs, on a monté avec Montpellier Business School un cursus de formation complet qui est justement dédié. Alors je ne vais pas vous dire inscrivez votre directeur de service, mais bon, en tout cas c'est le type de réponse que SmartView a développé et cette formation qui est un cursus complet de formation est hébergé et réalisé à Montpellier Business School, sachant qu'il n'y a que 2 jours de présentiel et le reste est en distanciel. Et c'est un cursus complet qui s'étale sur 4 mois, qui permet à la fois d'avoir de la formation, mais à l'inverse d'une formation de 2 jours que vous faites, celle-ci va être consolidée. Déjà parce qu'il y a plusieurs sessions de 2 jours, même si il n'y en a qu'une fois en présentiel, que la première partie en présentiel. Et surtout, ça va permettre au fur et à mesure des sessions de 2 jours de consolider, de travailler entre les sessions. Il y a des travaux pratiques, voilà, il y a des réalisations qui vont permettre de valider les acquis puisque c'est une formation certifiante. Donc non seulement votre directeur de service, il pourrait être certifié, mais surtout il pourrait être équipé. Bon, être certifié, c'est bien, hein, c'est toujours intéressant, mais il va pouvoir surtout
travailler et remplir son rôle de product manager. Alors de fait, hein, ou peut-être ça deviendra plus officiel, mais en tout cas, il va pouvoir remplir ce rôle de façon correcte. Donc voilà, c'est une réponse que j'ai. Alors, ça peut être, il y a différents types de formations. Voilà, c'est vraiment un module qu'on a développé parce qu'on voit souvent ce genre de difficultés qui est parfaitement adapté. Mais en tout cas, voilà, le faire accompagner, le faire former, ou clarifier l'organisation parce qu'il y a peut-être un product manager qui, voilà, enfin, en tout cas, s'il y a un product manager qui existe dans votre organisation qui joue pas son rôle, c'est que c'est lui qui est pas formé, vous voyez, enfin, il y a quelque chose à résoudre, je pense, en tout cas, à chercher de ce côté-là. Voilà ce que je pourrais répondre comme ça en ayant assez peu d'informations hein, sur votre contexte. Mais c'est le genre de piste que j'aurais envie de vous conseiller. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, Corentin, si ça répond voilà, en partie à ce que vous aviez en tête en termes de problématiques. Mais effectivement, pour répondre à l'autre question sur que posait aussi Corentin, effectivement, le story mapping, c'est une représentation graphique des épiques et des stories associées. Mais voyez, elle a double niveau. Vous avez à la fois la logique thématique sur un axe vertical et une logique temporelle sur un axe horizontal. Et le croisement des deux, voilà, ça permet vraiment d'avoir une vision assez puissante pour beaucoup de parties prenantes. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ok, bah parfait, merci Corentin, formidable. Voilà, en tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou parce que là on arrive au bout, on a débordé de 3 minutes. C'est super, on a pu répondre à quelques questions. Vous pouvez poursuivre les questions et donc on pourra revenir vers vous ultérieurement. Au niveau donc des informations qui ont été partagées par Katia sur la formation, sur le coaching, sur l'accompagnement, les diagnostics et surtout sur les démarches d'agilité globale de l'entreprise, n'hésitez pas à aller sur notre site SmartView et puis smartview.fr. Donc dessus, vous pourrez voir la formation Product Management. Vous aurez également accès au blog, l'article de blog qui a été partagé au préalable du webinaire, sur lequel on faisait la promotion donc justement du story mapping, dans lequel on donne une petite infographie sur les étape par étape, comment mettre en place un story mapping. Bien évidemment, avec un accompagnement, c'est mieux, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et le dernier petit clin d'œil que je ferai, c'est sur voilà ce qu'il faut, la phrase de il faut en retenir. Ça me fait directement penser à la première valeur de l'agilité, qui est individu et interaction au-delà des process et des outils. Donc en effet, rien ne remplace une bonne équipe produit et que l'outil est juste là. Voilà, il ne va pas le remplacer, il est juste en complément de la bonne interaction des équipes. Merci à tous pour phrase de conclusion. Merci beaucoup Thomas pour cette participation. Conclusion. J'ai mis le lien Montpellier Business School s'il y en a qui le cherchent. Je l'ai mis dans le chatter. Bonne journée à tous. Super. Merci à tous. Au revoir.